Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Que nous réserve l'année 2008 dans les différents domaines de la recherche scientifique concernant les phénomènes paranormaux? Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness, a peut-être été filmé. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, durant la première heure, je recevrai différents acteurs importants du monde du paranormal pour faire le point sur l'année qui vient de se terminer et découvrir leurs espoirs pour cette nouvelle année. Je recevrai ainsi Bertrand Meheust, historien, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, membre de l'Institut Métapsychique International. Il sera mon premier invité. Frédéric Lenoir, directeur de publication du magazine Le Monde des Religions, sera mon deuxième invité. Je vous rappelle qu'il est l'auteur, notamment chez Plomb, d'un livre extraordinaire intitulé Le Christ philosophe. Le Belge Patrick Férine du magazine Cadat et puis cofondateur également de la regrettée association ufologique la SOBEPS sera également des nôtres. Enfin, je terminerai ce tour d'horizon avec Evelyne Sarah-Mercier, la présidente de Yance France. Nous aborderons en deuxième heure l'actualité avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un événement en Écosse. Un scientifique a filmé deux animaux très étranges dans le Loch Ness. Alors, Nessie est-elle de retour? Nessie, c'est ce petit nom affectueux que l'on donne depuis plusieurs années au monstre du Loch Ness. C'est ce que nous verrons avec Nicolas Montigiani, le rédacteur en chef du nouveau magazine Science Inexpliquée. Cela dit, avant de recevoir mon premier invité et de retrouver Bertrand Meheust, vous le savez, pour préparer une future émission consacrée à vos témoignages, vous pouvez m'appeler au 0826 300 300, me laisser vos coordonnées, votre message sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Si vous avez vécu quelque chose de paranormal, on se fera un plaisir de vous accueillir dans cette émission et de discuter avec vous de ce que vous avez vécu et d'essayer en même temps d'éclairer votre lanterne. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bertrand Meheust, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange pour cette session depuis deux émissions maintenant consacrée aux perspectives de l'année 2008 avec les invités marquants des Aventuriers de l'étrange. Je rappelle qu'on vous a reçu à plusieurs occasions, que ce soit dans le domaine de l'ufologie ou du paranormal. Je me rappelle notamment de cette histoire paranormale du Titanic pour laquelle on vous avait reçu, d'un ouvrage que vous avez écrit également 100 mots pour comprendre la voyance, ou votre dernier ouvrage concernant l'ufologie. Un petit bilan peut-être de cette année 2007. Qu'en avez-vous retiré d'abord à titre personnel dans le domaine du paranormal et de l'ufologie, et puis également votre opinion sur un état des lieux du monde de la recherche scientifique concernant le paranormal? Bon, pour ce qui me concerne, j'ai rien publié. J'ai réédité mon livre sur les ovnis. D'ailleurs, vous m'avez interviewé à ce propos, oui, tout à fait. Sud Radio. Ouais. Donc, en fait, c'était le vieux texte de 78, mais que j'ai agrémenté donc d'une préface de 50 pages qui m'a demandé beaucoup de travail parce que le but était de faire un peu le bilan de ce que je pense de la question, quoi. Si j'en pense encore vraiment quelque chose, c'était pas facile à faire. Mm-hmm. Alors, donc j'ai fait ça, et sur le plan du paranormal proprement dit, je suis en train de travailler par à coup un livre qui est assez ambitieux, qui traiterait de la question de la mémoire, les rapports de la mémoire et de la divination. En fait, mon idée centrale étant de montrer que la divination, c'est une forme étendue de la mémoire, en réalité, et qu'elle en a toutes les structures, tout le modus operandi, et que ça nous renvoie à la conception qu'avaient les anciens Grecs archaïques de la mémoire comme une fonction qui nous mettait en relation non pas seulement avec notre passé, mais avec les mystères de l'univers, avec les dieux, avec la vérité. C'est ce que certains ont nommé, il me semble, les mémoires akashiques, une espèce de, mémoire universelle. Voilà, c'est la forme que ça a pris dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. Ce terme-là est intéressant pour ça. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, ça nous renvoie tout simplement à la naissance même de la philosophie, c'est-à-dire Pascal, qu'est-ce que je raconte, Platon, puisqu'il s'agit de la théorie de la réminiscence.
C'est-à-dire? Bien, pour Platon, la réminiscence, c'est on sait depuis toujours les vérités éternelles, mais on les a oubliées. Mhm. Et le problème devient celui de savoir pourquoi on les a oubliées. Et il y a des techniques de rémémoration des vérités éternelles, et cette technique, c'est tout simplement la philosophie. Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que quelque part, alors de manière biologique ou on ne sait pas, mais est inscrit en nous comme une espèce de code qui regroupe toutes ces connaissances, tout ce que l'humanité aurait acquis peut-être comme expérience depuis sa naissance? écoutez, Une espèce d'héritage comme ça. Si on ne fait pas une hypothèse de ce genre, il est impossible d'expliquer une partie des phénomènes de la clairvoyance et de la divination. Alors maintenant, évidemment, c'est très troublant parce que ça nous ramène à la métaphysique, voyez. Ouais. Et donc, un des buts du livre auquel je réfléchis, c'est de montrer comment, si vous voulez, il y a plusieurs modèles possibles pour concevoir l'insertion du corps et de l'esprit, enfin du cerveau et de la pensée, pour dire les choses plus précisément. Et donc, l'idée, ça serait de montrer comment cette façon de penser, qui a été celle de Bergson, peut revivre aujourd'hui avec les connaissances de la neurologie, des neurosciences modernes. Ouais. Voilà l'enjeu tel que je le vois. Mhm. Donc bon, ça sera l'objet d'un livre qui sera prêt quand il sera prêt, mais auquel je réfléchis en ce moment. Gros travail. Hein. Voilà. Alors pour ce qui est des ovnis, Science et soucoupe volante aux éditions Terre de Brume. Voilà, je Terre rappelle. de Brume, voilà. Mhm. Donc on est dans une phase très paradoxale. D'un certain côté, il semble y a eu un épuisement des anciennes structures, par exemple à la SOBEPS. Oui, je vais en parler avec Patrick Ferrine dans cette émission même, justement. Voilà, Patrick est venu vous en parler aussi, oui. Je vais le recevoir juste Ouais, après. Voilà, parce que donc ils viennent de faire un numéro, d'ailleurs auquel j'ai contribué, un des derniers numéros. Mais en même temps, Patrick Ferrine a l'intention de reprendre en partie la structure, sous une forme nouvelle, qui fonctionnerait plus comme avant avec une revue papier. Enfin bon, on se remet vous voyez. Ouais, au goût du jour, évidemment. Ouais. Mais en même temps, il semble que on entre dans une nouvelle phase. D'abord, il y a un incroyable intérêt pour l'ufologie dans le domaine en France notamment, avec l'essor des repas ufologiques, etc., etc. Ouais. C'est quelque chose qui est tout à fait stupéfiant. Donc ça montre que l'intérêt n'est pas tari, au contraire, vous voyez. Ouais. Bon, il fonctionne autrement. Alors il s'agit de faire que cet intérêt débouche sur quelque chose, ça c'est un autre problème. Est-ce que vous pensez que justement le courant ufologique dans son ensemble est quand même bon an mal an, bon gré mal gré pour certains, en train de prendre plus de rigueur, de se poser sur un socle beaucoup plus solide qu'avant? Est-ce que c'est votre sentiment? J'ai mon sentiment. D'abord, je dois vous dire que pendant très longtemps, j'étais actif autrefois dans ce domaine, mais je le suis plus depuis longtemps. Je suis ça de loin par quelques amis, et j'ai eu un retour d'intérêt pour cette question depuis quelque temps, c'est vrai. Peut-être par nostalgie de la jeunesse, mais aussi par peut-être, oui. Tout simplement parce que ça m'a toujours intéressé. Bien au fond, sûr, bon. ouais. Et donc mitigé, parce que d'un côté, si je compare par exemple avec le milieu de la parapsychologie, eh bien, force est de dire que les ufologues sont beaucoup mieux organisés, beaucoup plus structurés, qu'ils ont des réseaux, que leurs livres se vendent mieux, qu'il y a cette structure des repas ufologiques qui s'est répandue partout, etc., etc. Il y a un réseau qui est prêt à recevoir quelque chose si quelqu'un arrive à lancer des idées structurées, intelligentes, etc. Il y a un réseau qui n'existe pas, hélas, dans le domaine de la parapsychologie. Dans le domaine de la parapsychologie, nous n'avons rien de tel. Il n'existe pas de structure comme ça, il n'y a pas de repas métapsychiques, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas tout ce réseau, les livres se vendent pas. Bon, alors où est le paradoxe?
c'est que bien que chez les métapsychiques on soit dans cette situation, en même temps, dans le domaine de la recherche métapsychique et parapsychologique, il y a des travaux, il y a des idées qui circulent, il y a tout un arrière-plan, etc. Et il y a des travaux dans des laboratoires, je pense au laboratoire de neurologie au Québec, par exemple, où il y a de très très bonnes recherches, en Suisse également, en Allemagne, n'en parlons pas. Il y a des travaux. Oui. Et les livres ne se vendent pas. Alors pourquoi est-ce que les livres ne se vendent pas? C'est parce que, si vous voulez, c'est comme le fil du rasoir, la parapsychologie. D'un côté, vous avez le New Age avec toutes ses dérives, et de l'autre côté, vous avez la crispation française sur ces questions, surtout chez les intellectuels. Et donc, si vous voulez occuper la ligne de crête, tombez ni dans l'un ni dans l'autre, vous avez 500 lecteurs, vous voyez, ou un peu plus, allez, 800. Bon. Et puis, vous n'avez pas d'espace intellectuel. Voilà donc le problème. Alors, j'en reviens à l'ufologie. L'ufologie, c'est paradoxal parce que donc elle est beaucoup mieux organisée, plus structurée. Et en même temps, il me semble, j'espère ne pas dire de méchanceté à l'égard de mes collègues ufologues, mais il me semble qu'elle a encore eu beaucoup de mal à se déprendre des anciens mythes. Ils sont toujours sur Roswell, ils sont toujours sur tous ces vieux trucs. Mais ça commence à prendre un essor. J'en veux pour preuve le congrès à Washington qui s'est déroulé au mois d'octobre de l'année dernière, par exemple. Oui, il y a des choses qui se pensent. Et incontestablement, j'ai rencontré à plusieurs reprises Monsieur Patney, qui est quelqu'un de très bien, qui a l'air de prendre la chose très au sérieux, qui dirige le GIPAN, voilà, et qui a les moyens les moyens de faire ce qu'il veut faire. Alors, il y a donc lui, il y a une classification, il y a une il y a la mise en ligne déjà de toutes les affiches du GIPAN des documents qui montre que s'il y a peu d'ovnis, il y en a, au sens strict, j'entends. Tout à fait. Les Anglais sont en train d'en faire autant. Il me semble qu'il est en train de s'amorcer une nouvelle phase de la recherche. Puis alors, c'est ce que j'ai écrit dans le texte que j'ai fait pour le dernier numéro de la SOBEPS, là. Il me semble qu'il va y avoir la conjonction de 3 facteurs qui vont modifier la donne. Premièrement, on va découvrir de plus en plus de planètes exosolaires. On en découvre tout le temps. Récemment, on en a découvert une qui avait la structure appropriée et qui même avait de l'eau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'étau va se resserrer vers cette hypothèse. C'est la grande affaire de la pensée scientifique moderne. C'est quasiment acquis de dire, alors sous quelle forme elle est, on ne sait pas, mais que la vie existe quelque part ailleurs dans l'univers. Donc c'est la prédiction rationnelle de la science. Tout à fait. Bon, même si alors les discussions sont ouvertes sur sa fréquence et la forme qu'elle a prise. Ça peut être beaucoup plus rare qu'on le croit, parce qu'il faut toute une conjonction de facteurs qui sont rarissimes, mais bon, l'univers a la place pour lui. Oui. Le deuxième facteur, c'est qu'à mon avis, le projet SETI ne donnera jamais rien. Ça y est, c'est enterré. Et ça, c'est le piège fatal. Ils ont dépensé des sommes fabuleuses pour un truc qui est complètement, à mon avis, à côté de la plaque. C'est ce qu'avait dit Léon Brénic, un des penseurs de la SOBEPS, là, physicien. Et voilà. Et donc, le troisième facteur, c'est qu'il y a toujours ces bidules qui se promènent dans notre environnement, qu'on observe de temps en temps. Et donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir, dans l'esprit de certaines personnes, la connexion va se faire. Mais enfin, finalement, si on regardait de ce côté, voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de complètement décisif, oui. Ouais. La conjonction de ces 3 facteurs. On a l'impression à vous entendre que si ce n'est imminent, c'est à fleur d'eau, quoi. Vraiment, c'est pas très loin. Je me garderais bien de donner une date parce que prudemment, dans mon premier bouquin de 78, j'écrivais que c'était pour bientôt, etc., avec Carter qui croyait aux ovnis. Vous voyez ce que ça a donné, non? Mais enfin, il y a une espèce de logique, en tout cas, qui fait que on peut pas indéfiniment affirmer que la vie dans l'espace est probable, et en même temps se heurter à l'échec complet de SETI. Et puis finalement, ne pas rester indifférent à ces bidules qui se promènent dans notre environnement dont on comprend pas la nature ni l'origine. Vous voyez ? Ouais. Alors Bertrand, une petite parenthèse quand même pour expliquer à ceux et celles peut-être qui ne sont pas au fait du programme SETI, une explication rapide. C'est une immense antenne qui reçoit tout ce qui vient de l'espace. Voilà, c'est-à-dire ce sont des observatoires dispersés sur la planète
qui cherche à capter des émissions intelligentes venues du cosmos. Voilà. Donc, c'est un programme très ambitieux, qui coûte très cher, qui mobilise beaucoup de monde et de moyens, et jusqu'à présent, pas de débit. Alors, d'un côté, vous avez la prédiction de la science qui dit qu'il devrait y avoir de la vie dans l'espace, et de l'autre côté, le silence. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher selon vous? On ne sait jamais, après tout, une émission quelle qu'elle soit, qui est ordonnée, etc., intelligente, logique, peut être perçue, après tout. Oui, évidemment. J'ai du mal à raisonner. Moi, c'est intuitif. J'ai l'impression qu'on ne cherche pas sur la bonne voie. Il y a eu, vous savez, plusieurs explications possibles qui ont été avancées sur le fait que l'espace soit silencieux. C'est l'origine du fameux paradoxe de Fermi. Dès 1950, le physicien italien Fermi s'était posé la question, mais enfin, comment se fait-il que l'espace soit silencieux? Oui. Bon, alors que justement, dès l'époque, un certain nombre de physiciens commençaient à réfléchir à cette possibilité de la vie dans l'espace. Et puis, on pouvait se dire que lorsqu'on aurait des moyens d'investigation supplémentaires, on découvrirait des émissions. Jusqu'à présent, rien du tout. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a plusieurs hypothèses possibles. Soit la prédiction de la science est fausse, soit ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'il faut chercher. C'est-à-dire que une civilisation qui, comme nous, utiliserait des moyens de communication électromagnétique, c'est soit l'exception, soit rarissime, mais de toute façon, il y aurait des telles immensités à traverser avant de parvenir, qu'un signal intelligent parvienne, que ça voudrait dire simplement que nous, on est dans une bulle telle que un signal vers la vitesse de la lumière, depuis le temps qu'on écoute, n'a pas encore pu nous parvenir, quoi. Vous voyez. Bref. Je dis ça parce que je cite dans mon article de la SOBEPS une émission de télévision à laquelle je n'ai pas participé, mais j'avais assisté. Ouais. Il y avait Pierre Lagrange, il y avait Léon Brenick, et il y avait Eidman qui était le patron du projet SETI. Il est mort, je crois, il y a 1 an ou 2, Eidman. Et donc Eidman était enthousiaste pour son projet, ce qu'on peut se comprendre. Ce qui est normal. Mais quand on est venu aux ovnis, il dit non, tout ça c'est des sornettes, c'est impossible, etc. Et alors il y avait le physicien Léon Brenick, physicien de la faculté de Bruxelles, qui lui a dit attendez, si le projet SETI échoue, comme moi je pense que c'est probable, c'est lui qui disait ça, vous allez à ce moment-là, pourquoi ne pas s'intéresser à ces choses bizarres qui se promènent dans notre environnement, dont l'étude coûterait infiniment moins cher. Oui. Et donc, il suffit de prendre le problème par l'autre bout. C'est-à-dire, la façon dont se manifesterait à nous une intelligence cosmique est peut-être complètement différente de tout ce que nous, on peut concevoir à l'heure actuelle. Oui. Ce qui est très probable. Moi, il me semble que ça découle logiquement de ce qu'on peut observer quand on voit les décalages entre les mondes mentaux, animaux et humains. Oui, tout à fait. Bertrand Meheust, le fait d'avoir écrit un article dans la dernière parution de la SOBEPS, j'en parlerai avec Patrick Férine tout à l'heure, mais ça vous a fait quoi sentimentalement? Ça m'a fait un pincement. J'étais de ceux qui ont assisté au lancement de la SOBEPS. Je me souviendrai toute ma vie du jour où Lucien Clerbeau est venu à Dijon pour parler aux sous-coupistes à l'époque de son projet. C'était au début de 72, vous voyez, c'est une vieille affaire. J'étais étudiant à la fac à l'époque. Et c'est certainement la SOBEPS ce qu'on a fait de mieux dans le genre en Europe. Mais bon, elle n'est pas complètement morte non plus, parce que une partie des membres de la SOBEPS ont l'intention de continuer sous une autre forme, finalement. Très bien. Férine vous expliquera ça. Oui, il va nous expliquer ça tout à l'heure, parce que juste après vous, je vais recevoir Frédéric Lenoir, qui est le directeur de publication du Monde des Religions, pour parler un petit peu de ce qu'il sent, comment il voit les perspectives et ce qu'il souhaite, les perspectives d'avenir pour 2008. En ce qui vous concerne, vous, pour le paranormal, maintenant, revenons au monde des phénomènes, à la métapsychique. Pourquoi vous préférez métapsychique plutôt que paranormal? D'abord, disons qu'il faut mettre en rapport métapsychique et parapsychologie. Le paranormal, c'est les objets qu'on est censé investiguer, et puis la métapsychique, c'est la démarche. Pour être précis. C'est pas pareil.
C'est ça le problème. C'est pas pareil. La métapsychique et la parapsychologie, c'est deux branches d'un même projet. Si vous voulez, en gros, pour aller vite, la parapsychologie, c'est la branche scientifique qui cherche à produire des phénomènes épurés, standardisés, reproductibles, etc. Les soumettre aux méta-analyses. Enfin bon, donc c'est surtout les anglo-saxons. Et puis la métapsychique, c'est une branche qui a eu son heure de gloire avant la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement en France, qui est entrée dans un long retrait, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Alors en quoi ça consiste? C'est l'approche au contraire qualitative des phénomènes rares, macroscopique et non pas microscopique, et approche qui suppose une ouverture aux phénomènes historiques, ethnologiques, etc. Vous voyez, vous suivez? Tout à fait. Donc personnellement, moi, je ne comprends rien à la parapsychologie au sens où ils la font. Je lis les résultats, mais c'est tout. Ouais. C'est aussi incompréhensible que, vous savez, un congrès de parapsychologie, c'est la chose la plus emmerdante qui soit. Ils ne parlent que de statistiques, de chiffres. Ils sont parfaitement, si vous voulez, ils ont parfaitement réussi leur mutation en science assommante. Donc, alors que la parapsychologie, c'est quelque chose qui est la métapsychique, c'est ouvert à l'histoire, à l'ethnologie, aux facteurs humains. Vous comprenez? Ouais. Alors donc, je reformule ma question maintenant. Selon vous, qu'aimeriez-vous attendre de la métapsychique dans l'année 2008? De l'argent. Pour la métapsychique. Bien de sûr, l'argent. j'avais bien compris. Ça se résume en un mot. Nous avons besoin d'argent. Nous ne pourrons rien faire de vraiment important tant que nous n'aurons pas de crédit. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut, du comité directeur de l'Institut Métapsychique International. Et donc l'Institut Métapsychique est habilité à recevoir des fonds, puisque c'est une société savante d'utilité publique, qui sont déductibles des impôts. C'est important à savoir. Ouais. Et donc tant que nous n'aurons pas d'argent, nous ne pourrons pas. Il faudrait que plusieurs chercheurs soient professionnalisés. On ne peut pas. Si vous voulez, à partir du moment où ce que l'on fait, moi je suis prof de philo, aucun des membres de l'Institut Métapsychique ne peut consacrer que tout son temps à ça. On est tous Mario Varvoglis fait des séminaires de psychologie, Paul Louis-Albéron est psychiatre. Enfin, bref, on est tous occupés ailleurs, vous voyez. Et donc, en réalité, à chaque fois qu'on se retrouve, on constate que les choses ont patiné, ça avance. On ne peut pas dire qu'on fait rien. On est en train de restaurer l'image. En termes de communication, voilà, on a fait actif, beaucoup tout à de fait. choses. Oui, mais tout à rien fait. que le maintien et le développement, l'explicitation de la structure épuise toute notre énergie. Ouais. Il nous faut de l'argent. Voilà. Donc je le clame sur les ondes puisqu'on m'en donne l'occasion. Écoutez avec plaisir. Entendre qui voudra. Mais tant que nous n'aurons pas d'argent, ça sera toujours la même situation. Ouais. Alors, d'où vient cette situation? C'est qu'en France, comme le problème n'existe pas officiellement, il n'y a pas de financement. Autrefois, si vous voulez, c'était des mécènes. Bien, l'Institut Métapsychique a été lancé par un mécène. Aujourd'hui, avec c'est plutôt la communication, sont les groupes financiers ou industriels mais à partir du moment où notre image est devenue trop difficile à saisir, jamais personne n'investit. Voire péjorative. Voilà. Et donc, le mode de financement par la communication moderne est très difficile pour un groupe comme le nôtre, vous voyez. On donne de l'argent à des gens qui sont déjà connus, qui ont une surface médiatique, et donc pour sortir de ce retrait, de cette discrétion, c'est très difficile, vous voyez. Ouais. Donc, premier souhait, de l'argent. Voilà, donnez-nous de l'argent et nous ferons le reste. En gros. Eh bien, écoutez, c'est ce que je souhaite à l'Institut Métapsychique International pour 2008, en tout cas. Voilà, pour 2008 et plus. Ouais, oui, évidemment. Et en ce qui vous concerne? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs projets en tête, comme toujours. De toute façon, moi, je vais cesser l'enseignement. Je vais avoir du temps, peu d'argent, mais du temps. Donc, j'ai ce livre-là sur la voyance en cours. Il y a la réédition aussi des textes d'Aimé Michel, et j'ai un essai sur Aimé Michel qui va paraître, je ne sais pas quand, aux éditions Aldane, dans quelques mois, d'ici 2-3 mois, peut-être en Suisse, vous voyez. Ouais. Donc Aimé Michel, qui a été un peu mon maître à penser, même beaucoup mon maître à penser, oui, qui est un des grands visionnaires de l'ufologie, de la parapsychologie. Vous pouvez nous le présenter en 2-3 mots? C'est lui qui a déclenché toute l'approche scientifique de la question.
dans un livre qui s'appelait Mystérieux objets célestes. Il en avait, son premier daté de 52, je crois. C'était un homme, je vous en reparlerai quand le livre sortira. Écoutez, avec grand plaisir. C'était un génie qui avait une culture absolument encyclopédique et qui avait une plume acérée, absolument. Je vois guère d'équivalent au niveau écrivain, même que Aimé Michel. Donc des amis et des ennemis aussi? Oui, bien sûr. Oui. Mais alors ses ennemis. C'était de vrais ennemis. Oui. Ouais. Bon. Ben écoutez, en tout cas, j'aurai grand plaisir à vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange pour que vous nous fassiez découvrir ce personnage et son travail. Voilà, donc puisque c'est un des comment dire, un visionnaire du monde. Si vous voulez, pour résumer la situation, Aimé Michel, il se demande pas quelle sera l'humanité dans 500 ans, ce qui est déjà beau. Non, lui, c'est la question, c'est que sera devenue l'humanité dans 200 millions d'années. Mmh. Voilà. Alors on change d'échelle. Il a fait changer l'échelle de la pensée philosophique, si vous voulez. Ouais. Intéressant à découvrir donc. Dès que ça paraîtra, vous viendrez nous rendre visite alors à ce moment-là. Ça sera avec plaisir. Bertrand Meheus, en tout cas, je suis ravi de vous avoir eu comme invité dans cette émission. Je me permettrai de transmettre vos amitiés à Patrick Frérine, que j'aurai tout à l'heure. Ah ben voilà. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt et surtout tous mes vœux de bonne année pour cette année 2008. Plein de choses. Réciproque aussi pour Sud Radio. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonsoir. À bientôt. Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir pour faire un petit bilan de l'année 2007, car je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine Le Monde des religions et auteur de nombreux ouvrages, notamment Le Christ philosophe. J'avais eu le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la publication de ce livre sur Sud Radio. Donc un petit bilan 2007 et puis avoir un petit peu votre sentiment en tant que directeur de publication, également en tant que auteur, historien, philosophe, pour ce que 2008 nous réserve ou vos espoirs que vous aimeriez placer en cette nouvelle année. D'abord, le magazine Le Monde des religions, qui, on peut le dire quand même, est une réussite. Ah oui, ce magazine existe depuis un peu plus de 3 ans et il a vu sa diffusion qui a augmenté de manière constante, qui a plus que doublé au cours des 2 dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une diffusion totale payante de 70 000 exemplaires et le titre est viable depuis 2006, alors qu'il a démarré donc évidemment comme tout journal avec beaucoup de dettes et en période d'investissement. Et là, le titre gagne de l'argent, il est rentable et on a vraiment atteint un point maintenant qui nous permet d'envisager l'avenir de manière très sereine. On a connu en 2006 la plus forte progression de la presse française généraliste. On a connu une progression un peu moindre en 2007 parce qu'on a commencé à avoir vraiment déjà un nombre de lecteurs très important. Donc la croissance s'est un petit peu ralentie tout en se poursuivant. On a parfaitement atteint, même dépassé nos objectifs en termes de budget. Donc au fond, moi c'est là où je suis très content, c'est que on a réussi à lancer un magazine grand public, laïque, sur l'histoire des religions, ce qui fait qu'on est lu à la fois par des croyants et des incroyants, par des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des athées, et on arrive à satisfaire un peu tout le monde, ce qui est quand même, ce qui était loin d'être gagné sur un sujet aussi sensible que la religion, parce qu'on a une approche résolument laïque, qui répond à un besoin de culture et de connaissance. Et c'est vrai qu'au départ, quand on s'est lancé là-dedans, c'était un pari qui était loin d'être gagné. Il fallait faire au moins 60 000 exemplaires pour être rentable. On est à 70 000, donc on est très content. Maintenant, ce qu'on veut, on va pas progresser à l'infini, c'est-à-dire qu'on est quand même un magazine très spécialisé. Donc, je pense que si on peut déjà consolider la position actuelle, continuer de satisfaire nos lecteurs, notamment nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'on a beaucoup démarré évidemment avec de la vente en kiosque. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté en 2007, c'est que on a une inversion de tendance, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus d'abonnés que de ventes en kiosque, donc on a vraiment fidélisé nos lecteurs. Frédéric Lenoir, il y a le magazine Le Monde des religions, mais il y a également des hors-séries qui sont aussi extrêmement populaires. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que pour faire les grands dossiers du monde des religions, on prend toujours des sujets un peu transversaux, un peu thématiques ou des points précis de l'histoire. Par exemple, on a fait des dossiers sur que dit le Coran, sur tel et tel sujet, sur les premiers chrétiens, sur le dossier actuel, c'est les Juifs de France. Bon, on est toujours sur une problématique
particulière. Et je me suis dit, il faudrait accompagner ces dossiers par des hors-séries, c'est-à-dire des numéros spéciaux. On en fait généralement 2 par an, qui permettent au fil des ans de baliser toutes les grandes traditions religieuses à travers 20 questions essentielles. Donc on a fait une série qui s'appelle 20 clés pour comprendre, et on a fait 20 clés pour comprendre les religions d'Égypte ancienne, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Et là on va sortir fin janvier 20 clés pour comprendre la franc-maçonnerie, et on fera cet été, donc en 2008, 20 clés pour comprendre les sagesses chinoises. Donc on est là sur quelque chose qui est vraiment les grandes traditions spirituelles, philosophiques et religieuses de l'humanité. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on en a vendu entre 20 et 30 000 exemplaires en kiosque, ce qui est l'équivalent c'est quasiment le prix d'un livre. Hein. Donc on est sur un vrai succès, effectivement, qui complète bien ce qu'on fait par ailleurs de manière un peu plus thématique dans le monde des religions. Donc je crois qu'il y a vraiment une complémentarité entre ces 2 approches. Frédéric Lenoir, là vous avez cité le titre du prochain hors-série, 20 clés pour comprendre la franc-maçonnerie. Pourquoi le choix de ce thème ? En fait, comme on essaye de baliser toutes les grandes familles religieuses, spirituelles, philosophiques de l'humanité, après avoir fait les monothéismes, après avoir fait le bouddhisme, on s'est dit, la franc-maçonnerie, ça en fait partie. On connaît peu la franc-maçonnerie, on en parle très souvent dans les news un peu sous l'aspect réseau d'influence politique. Essentiellement, oui, c'est vrai. Lobby, voilà. Et c'est bien plus que ça, la franc-maçonnerie. C'est vraiment un grand courant philosophique dont l'histoire est passionnante, hein, qui est née au carrefour du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui a un côté initiatique, spirituel, et donc ce qu'on a voulu, c'est au-delà, je dirais, de tous les clichés sur le lobby franc-maçon, qui existe, mais qui est beaucoup moins puissant qu'on l'imagine. On s'est intéressé à qu'est-ce que c'est que l'histoire de la franc-maçonnerie, les symboles, les pratiques, les rituels, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce que les gens font en loge. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant et qui est absolument légitime dans notre collection. Je pensais que une grande partie de la maçonnerie française était athée. Pas du tout. C'est assez réparti. En fait, la franc-maçonnerie, au départ, est tout à fait déiste. Hein. C'est-à-dire tous les fondateurs de la franc-maçonnerie ne sont pas des catholiques. Ce sont des gens qui sont à la fois, d'ailleurs, chrétiens, juifs ou autres, mais qui sont déistes. Ils croient au grand architecte de l'univers. Et comme d'ailleurs la plupart des penseurs des Lumières, hein, on est tout à fait dans cette mouvance. Et puis après, au XIXe siècle, il y a un courant, effectivement, qui est né beaucoup plus laïque, qui a prôné la possibilité pour des non-croyants de devenir francs-maçons. Et ce courant-là s'est développé principalement en France. Il a été rejeté par les anglo-saxons, qui étaient à l'origine de la franc-maçonnerie. Et ce qui fait qu'il existe aujourd'hui en France 2 mouvances, alors qui ont réparti à travers plusieurs loges, on va pas rentrer, c'est un peu compliqué dans les détails. Oui, puis il y a le hors-série qui va sortir en même temps. Voilà, les 2 grandes mouvances, une mouvance qui est vraiment effectivement beaucoup plus dans le côté républicain, laïque, qui n'est pas athée, d'ailleurs c'est plutôt qui ne prône pas, si vous voulez, la croyance en Dieu comme une règle ou une obligation. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément présent. Et une mouvance beaucoup plus spirituelle qui, elle, effectivement, à travers ses rituels, ses symboles, ses pratiques, et comme à l'origine de la franc-maçonnerie, reste très dans une optique spirituelle, mais qui n'est pas, encore une fois, calquée sur la religion chrétienne. C'est une croyance en un Dieu assez lointain, d'ailleurs, mais après, il y a effectivement une dimension initiatique, et qu'on retrouve dans les 2, d'ailleurs, parce que même pour le courant laïque, il y a beaucoup de rituels, de symboles, de pratiques qui, sans être explicitement religieux, c'est-à-dire reliés à une croyance en Dieu, s'apparentent quand même à des rituels religieux, dans le sens où il y a un côté initiatique, il y a un côté c'est du rituel, hein, mais du rituel laïque. Frédéric Lenoir, sortons un petit peu du cadre de votre métier, directeur de publication du Monde des religions, pour s'intéresser à l'aspect auteur que vous représentez, le Christ philosophe. Est-ce que maintenant, avec un petit peu de recul, vous avez un certain retour, comment est-ce que ça marche, est-ce que les ventes fonctionnent bien, et puis les retours que vous en avez? Alors, 2 choses. Bon, la question des ventes, ça marche très bien. On est à 35 000 exemplaires. Très bien. Donc en 2 mois, ça fait exactement 2 mois que le livre est sorti, ce qui est un vrai succès. Et il marche mieux aujourd'hui qu'au début. C'est-à-dire qu'il y a un formidable bouche à oreille. C'est que les gens qui ont lu ce livre ont envie de le faire lire à d'autres. Et moi, je reçois plus de 10 mails par jour de lecteurs qui me disent qu'ils ont été enthousiasmés. Ça correspondait à ce qu'ils ressentaient, mais qu'ils n'auraient pas pu exprimer de cette manière-là. Et donc là, je crois que le fait d'avoir présenté le Christ d'une manière très libre, au-delà
des institutions et de montrer comment son message était révolutionnaire et même très subversif par rapport à la religion, ça a touché beaucoup de gens et je crois que c'est un livre là qui est parti pour durer très longtemps. Donc ça, c'est une première grande satisfaction. Maintenant, les retours, si vous voulez, il y a ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la grande majorité des lecteurs très enthousiastes, et puis il y a effectivement aussi des critiques. Et la critique principale qui a été émise dans quelques articles de presse et que j'ai entendu par quelques courriers de lecteurs, ça vient de catholiques, on va dire très engagés dans l'Église, et qui trouvent que je suis trop dur envers l'institution et que je ne souligne pas assez le rôle très constructif et positif que l'institution catholique a joué aussi dans la civilisation. Et c'est vrai que j'insiste plus dans mon propos sur les dérapages, l'Inquisition, enfin tout ce qui a été, si vous voulez, une négation du message du Christ. Parce que je montre comment la modernité est née contre l'Église en revenant aux évangiles. C'est ça la thèse du livre. Donc forcément, ma thèse m'amène à épouser un point de vue central et je ne peux pas, en 300 pages, absolument nuancer tout mon propos. Donc je suis assez d'accord en partie, on va dire, avec certaines de ces critiques, que certaines sont tout à fait injustes, mais il faudrait effectivement recadrer un tout petit peu le propos pour le nuancer, on va dire, dans certains cas. Voilà. Et donc là-dessus, c'est d'ailleurs quelque chose que je vais faire parce que Luc Ferry dirige une collection chez Plon qui s'appelle L'histoire racontée en famille. Donc par exemple Marc Ferraud a raconté le Moyen-Âge et m'a demandé de raconter l'histoire du christianisme. Donc c'est des livres d'entretien, des petits livres très pédagogiques, de pédagogie familiale. Et donc là je vais en publier un sur le christianisme, je pense en avril ou mai, dans lequel je vais pouvoir justement élargir un peu mon propos et tenir compte de certaines remarques qui ont pu être faites par rapport au Christ philosophe. Donc voilà, ça c'est mon prochain livre. C'est un petit livre d'interview sur l'histoire du christianisme qui sera là, qui donnera un peu plus la part, si vous voulez, à l'aspect de la religion catholique et qui montrera d'autres aspects que je n'ai pas pu développer dans ce livre. Frédéric Lenoir, vous avez commencé à vous projeter déjà dans l'année 2008 qui commence à peine. Nous allons continuer, je vous y accompagne. En ce qui concerne le monde des religions, quel est votre souhait de consolider? On l'a bien compris, il y a des sujets que vous êtes en train de préparer comme ça et qui allument dans votre regard une étincelle de gourmandise? J'ai pas envie de vous parler des sujets qu'on va traiter parce que j'ai trop peur que nos confrères, ça nous est arrivé de parler un peu trop d'une bonne idée et puis qu'on le voit un mois plus tard un news magazine faire leur couverture sur le sujet. Donc je serai très discret sur les dossiers de couverture qui sont bons. Vous savez, un magazine se vend sur ses dossiers de couverture. Bien sûr. Donc là-dessus, mais disons que ce qu'on va continuer de faire, qui a toujours très bien fonctionné, c'est d'alterner des sujets un petit peu chauds, qui sont liés, on va dire, de manière très large aux problématiques un peu actuelles des religions, et des sujets froids, c'est-à-dire historiques, qui nous permettent de connaître, de comprendre, je dirais, dans l'histoire des civilisations, le rôle qu'a joué les religions. Donc, on peut faire des dossiers évidemment historiques sur divers thèmes, mais je ne vous dirai pas lesquels. Très bien. Alors, élargissons le débat, si vous le voulez bien, Frédéric Lenoir, avec vos souhaits, peut-être en tant que philosophe, historien, en tant qu'également témoin privilégié, puisque vous êtes directeur de publication du Monde des religions. Votre souhait pour cette année 2008, sachant que les religions sont le fondement même de nos sociétés. Oui, enfin, elles sont le fondement même, surtout dans tous les univers traditionnels. En Europe, ça ne joue plus un rôle très important. Enfin, culturellement, je veux dire, c'est quand même nos racines. Culturellement, oui, ça imprègne toutes nos mentalités, mais je dirais dans la marche quotidienne du monde occidental, à part les États-Unis, on va en parler, justement, la religion ne joue pas un rôle important. Elle joue un rôle dans les consciences privées aujourd'hui, mais plus dans l'espace public. Ce qui m'a beaucoup inquiété, dans les années précédentes, pendant toutes les 7 années, bientôt 8, où George Bush a gouverné les États-Unis, c'est cette théologisation des relations internationales. C'est-à-dire que Ben Laden a cherché à remettre l'islam sur le devant de la scène pour rentrer dans véritablement ce que Huntington appelait le choc des civilisations. C'est ce qu'il a souhaité, c'est-à-dire devant l'échec des nationalismes arabes, il a voulu réidéologiser tout le monde arabe à travers la religion pour montrer que les Arabes pouvaient se réunir et au-delà des Arabes, tout le monde musulman contre l'Occident. Donc c'est un combat politique. Et George Bush a répondu sur le même registre, en montrant qu'effectivement il y avait un axe du mal, que les valeurs chrétiennes c'était le bien contre. Donc du coup ça a joué le jeu,
si vous voulez, de ce fanatique. Et ce que j'espère vivement, c'est que la nouvelle élection américaine qui aura lieu cette année va permettre de sortir complètement de ça. C'est-à-dire qu'on va sortir finalement de cette confrontation religieuse et qu'on va revenir sur des sujets beaucoup plus politiques laïques et laïques, et que les États-Unis ne mettront plus en valeur la religion comme ils l'ont fait, je dirais, dans leurs relations internationales, et qu'on sort du discours moralisant qui n'est qu'un alibi finalement, parce que le discours religieux et moral de Bush n'est qu'un alibi pour déguiser ce qui a été simplement une domination politique et économique. Donc là, je crois que les bombarder la démocratie et ces choses-là au nom des grandes valeurs chrétiennes, on va en sortir, parce que je crois que les candidats américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont compris la leçon. Et là, ça peut vraiment apaiser les tensions sur le plan international. Et puis j'espère qu'on va vraiment progresser sur le conflit israélo-palestinien, qui est un véritable cancer, et qu'il y aura effectivement une avancée, une percée, mais je suis pas sûr que ça puisse se faire avec Bush, même s'il a envie de sortir la tête haute en trouvant une solution. Il est tellement peu convaincu dans le fond que je crois que ça ne fera pas vraiment avancer les choses. Et j'espère que ce sera effectivement l'une des priorités du prochain président américain. Frédéric Lenoir, en ce qui vous concerne, vous, à titre personnel, en tant qu'auteur, un ou deux projets, hormis ce livre d'entretien dont vous nous avez fait part tout à l'heure, des sujets qui vous intéressent, ou alors vous ne préférez ne pas en parler parce que... Non, je peux en parler parce que là, effectivement, c'est des sujets... Bon, je pense pas que beaucoup d'autres personnes le feront. Je suis en train d'écrire un livre qui sera publié également chez Plon en septembre 2008, qui est toute une, si vous voulez, une synthèse d'histoire des religions. C'est-à-dire comment sont nées les religions à la préhistoire et comment elles se sont développées au fil de l'histoire jusqu'à nos jours. Et donc c'est une sorte de grande fresque en 300 pages qui permet de comprendre de manière très simple, alors que c'est pas un sujet si simple que ça, mais enfin j'y travaille depuis maintenant 25 ans. Je voudrais faire une synthèse de mes connaissances sur l'évolution des religions pour qu'on voit à la fois en quoi elles sont différentes et en quoi elles se ressemblent et elles ont des points communs essentiels. Donc là-dessus, c'était un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et je fais beaucoup de conférences là-dessus, donc je vais faire un livre. Et puis, je viens de terminer une pièce de théâtre sur le thème de la foi et du doute, et qui m'a été commandée par un directeur de théâtre. Et donc là, je viens de la finir. Et elle sera, je l'espère, jouée cette année. Mais ça, bon, c'est encore trop tôt pour le dire, parce que vous savez que ce qui fait le succès d'une pièce de théâtre, c'est surtout les comédiens. Donc voilà, on y verra plus clair dans quelques mois. Bien. Le livre qui va sortir sur la synthèse des religions en septembre, donc chez Plon, va être dans la même mouvance que le Christ philosophe, je veux dire dans sa forme assez vulgarisatrice. Oui. C'est ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui. C'est vraiment de transmettre à un large public des connaissances qui sont souvent réservées à des cercles universitaires. Donc j'essaye de mettre une connaissance sérieuse, rigoureuse, à la portée de tous, à travers une trame vivante, écrite simplement, et en essayant évidemment d'éviter les simplifications, ce qui est des fois évidemment très difficile. Mais ça maintenant, c'est clair, j'ai décidé de ne plus faire de livres universitaires et de faire des livres beaucoup plus accessibles tout en étant rigoureux. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Lenoir. Avant de vous quitter, je rappelle que Le Monde des religions, janvier-février, le numéro 27 est en kiosque, donc avec un grand dossier qui est Être juif en France, et également un papier très très intéressant scientifique sur lui-là, sur y a-t-il un point de Dieu dans le cerveau, parce que les neurologues ont fait des découvertes tout à fait passionnantes. Donc à découvrir, en plus, c'est Jocelyn Morisson, un journaliste scientifique habitué des Aventuriers de l'étrange, qui l'a signé. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Et puis je vous souhaite une excellente année 2008. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Direction la Belgique, Patrick Ferrine, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci de venir nous rejoindre dans les Aventuriers de l'étrange. J'ai vraiment grand plaisir à vous recevoir à chaque fois, que ce soit pour la revue Cadat ou précédemment pour l'association la SOBEPS. On en a parlé tout à l'heure avec Bertrand Meheust qui était en ma compagnie à l'antenne. Alors, où en sommes-nous pour commencer, Patrick Ferrine, concernant la SOBEPS? Bertrand Meheust nous a fait part de son émotion, son petit pincement au cœur d'avoir rédigé l'article pour le dernier bulletin. Comment ça se passe de votre côté? Écoutez, voilà, la messe a été dite, la SOBEPS a fermé ses portes au 31 décembre 2007, donc comme l'Assemblée Générale du mois de juin 2007 en avait décidé. Et voilà, donc l'aventure est terminée en quelque sorte.
Alors, il y a un dernier bulletin qui est paru ou qui va paraître? Le dernier bulletin est paru, donc c'est un double numéro. Pour la circonstance, on a mis les petits plats dans les grands et on a raclé les fonds de tiroir et on a sorti un numéro 114-115 qui est donc le dernier numéro du bulletin Inforespace. Qui est paru. La SOBEPS existe, on en parlait avec Bertrand Meuse tout à l'heure, depuis 1972-13 Ça a été créé en 71. 71 Exactement. Donc. Quelle impression, parce que quelle impression ça fait, on imagine que ça doit pas aller de soi forcément. De fermer, de fermer. Oui. Oh, écoutez, il faut être philosophe. Notre président, Michel Bougard, avait clôturé son éditorial, donc son dernier éditorial, par cette formule qui disait c'est parce que tout est fini que tout est beau. Ouais. Bon. Ça a été une belle aventure. C'était une aventure assez extraordinaire, sans quoi nous aurions arrêté depuis fort longtemps, je pense. Ouais. Donc il y avait une volonté de maintenir ça. Bon, nous sommes arrivés à un point où nous avons pris tout d'abord, il y a une chose, c'est que il y a rien à faire. Il y a une question de moyens, et nous sommes arrivés au bout des moyens que nous avions à notre disposition. C'est-à-dire que l'association, même si elle a pu jouir d'une certaine notoriété, l'association avait des moyens tout à fait dérisoires. C'est-à-dire qu'elle ne subsistait que par la cotisation de ses membres. Ouais. C'est tout. Ouais. La SOBEPS n'a jamais bénéficié d'aucun subside. Il se trouve que, là, il y a un autre phénomène à analyser peut-être lassitude, peut-être d'autres moyens de communication qui ont pris le dessus. Tout simplement, nous avons à un moment donné compté le nombre d'adhérents, le nombre de gens qui payent une cotisation. Ça s'est réduit à une peau de chagrin, et voilà, on n'a plus les moyens de continuer. Tout à fait. Alors, avant de parler de l'avenir, car j'espère qu'il y aura un avenir, quel a été, là, comme ça, à brûle-pourpoint, comme si nous discutions ce soir autour d'un bon verre, quel est votre plus beau souvenir dans ce cadre ufologique à l'intérieur de la SOBEPS? Mais disons que peut-être plus beau souvenir, il y a eu de très bons moments évidemment, parce que la SOBEPS avant tout c'est un groupe de copains aussi, voilà, une histoire humaine évidemment. C'est une histoire humaine, c'est une aventure humaine évidemment. Il y a des gens à qui on a passé plus de 35 ans, il y a des gens à qui on a passé quelques mois, parfois quelques jours, quelques semaines. Il y a eu des étoiles filantes, il y a des gens qui nous ont rejoints pendant un certain temps puis ont disparu. Donc ce sont des rencontres, des échanges, des rencontres, et c'est évidemment une aventure extrêmement enrichissante à ce point de vue-là. Ouais. Mais disons que peut-être notre plus grande satisfaction, mais il faut rester humble aussi, mais c'est nous avons en tout cas essayé. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir essayé. Nous avons essayé de donner une certaine crédibilité à l'étude du phénomène OVNI, du moins dans notre petit pays, dans notre communauté. Et je pense que là, à notre petite échelle, nous sommes arrivés à quelque chose. Je sais bien qu'il y a des gens qui contestent, il y a des hyper sceptiques qui tire à boulet rouge sur les conclusions de notre association, que notre association a tiré de l'épisode de la vague belge. Peu importe. Nous avons essayé en honnête homme, nous avons essayé de voir ça de plus près, de rendre compte, de diffuser nos informations, parfois peut-être maladroitement. Il est clair qu'avec le recul, on peut toujours se dire si on avait su, si on avait pu. Bien sûr, mais on a fait ce qu'on a pu, et là personne ne peut nous le reprocher. Mais je pense que c'est là notre satisfaction, et je crois que nous sommes arrivés à un certain résultat. En tout cas, la petite notoriété dont nous jouissons dans le domaine ufologique, en est peut-être le témoignage. Mais dites-moi, Patrick Férine, dans votre communauté belge francophone que vous évoquiez à l'instant, est-ce que la fermeture de la SOBEPS a bénéficié, a provoqué des remous dans la presse locale, les radios, les télévisions qui s'en sont émues ou au moins l'ont signé?
signaler. Eh bien oui, et c'est précisément en train de se passer maintenant. Ah donc oui. il y a un peu de recul. Ouais. Depuis à peu près 2 semaines, tout à coup, les médias ont découvert, je ne sais pas trop, en tombant sur un site internet, en tombant sur quelques nouvelles, mais les nouvelles viennent plutôt de France, parce que en France, on a pas mal parler de la dissolution de la SOBEPS dans divers médias, dans des revues spécialisées, sur des sites, dans des forums internet. Et sur Sud Radio. Et puis voilà, et voilà aussi. Et puis c'est revenu par chez nous. Ouais. Et tout à coup, je vous dis, ça date d'une semaine et demie, 2 semaines. Maintenant, c'est en train de se produire. La presse belge découvre que nous fermons la porte. Ouais. Nous glissons la clé sous le paillasson. Donc, les médias nous contactent, la radio, la télévision, les journaux. Et c'est très sympathique. Il y a une expression chez nous qui dit ça nous fait une belle jambe maintenant. Parce que mais peu importe. Bon, ça montre quand même que tout à coup les médias se souviennent qu'il y avait là une association qui a œuvré du temps des observations belges il y a pas mal d'années. Et ils tiennent à l'annoncer. C'est au moins une reconnaissance. Voilà, c'est une petite reconnaissance. Ouais. C'est sympathique. Bon, cela dit, il y a des lecteurs, il y a des auditeurs, il y a des téléspectateurs qui prennent connaissance de l'information et puis qui nous contactent aussi. Et je dois dire que pour le moment, je suis un petit peu débordé parce que il y a donc une petite cellule que je suis en train de mettre en place avec quelques anciens de la SOBEPS. Donc c'est pas tout à fait fini. Il y a une petite lueur qui va subsister au fond d'un grand tunnel noir. Donc j'ai recréé un petit comité que j'ai appelé sans beaucoup d'imagination le COBEPS. Ouais. Donc, non plus la SOBEPS, qui était Société Belge d'Études, etc., mais Comité Belge d'Études des Phénomènes Spatiaux. J'ai pas beaucoup d'imagination, mais c'est un peu voulu, c'est-à-dire que d'un côté, ça montre bien la filiation. Bien sûr. Et puis bon, de l'autre côté, ça montre que c'est pas la même chose, et ce ne sera pas la même chose. Nous allons plutôt rester dans l'ombre, c'est une petite structure tout à fait informelle, que je veux très 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 souple. Il y aura pas d'administration, il y aura pas beaucoup de gestion, il y aura pas de revue, il y aura pas de local, il y aura pas de bibliothèque. C'est un groupement de quelques personnes qui ont envie de continuer à mener des investigations dans notre pays. Encore une aventure humaine. Voilà encore, c'est-à-dire que l'aventure continue sous une forme très différente. Parce que moi je m'intéresse au phénomène OVNI depuis avant la création de la SOBEPS. Il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi, et ce n'est pas parce que la SOBEPS ferme ses portes que notre intérêt personnel, je veux dire, disparaît. Bien sûr. Donc nous continuons sous une autre forme. Voilà. Mais dites-moi, Patrick Férine, là vous venez d'évoquer la bibliothèque. Bon, le local, il va devenir ce qu'il va devenir. Mais la bibliothèque, que j'imagine assez conséquente. Oui. Les archives surtout, les études de cas. Alors les archives, nous avons avez... trouvé une solution et qui est, nous cherchions depuis très longtemps une destination pour ces archives. Nous ne voulons pas que ce soit perdu, parce qu'il y a là une masse considérable d'informations, et nous avons trouvé, nous avons finalement réussi à trouver, on nous a fait une offre que nous ne pouvons en aucun cas refuser, c'est-à-dire qu'il y aura une bibliothèque publique en Belgique qui va accueillir ces archives. Et alors là, nous sommes vraiment... Là, on a eu un coup de chance, un coup de bol extraordinaire, parce que l'archiviste, qui est un universitaire, est quelqu'un qui est... Je ne vais pas dire qu'il est ufologue, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une très grande connaissance de l'ufologie, et qui est quelqu'un qui est extrêmement intéressé, et depuis de longues dates. Et donc, ce sera pas confié à n'importe qui. C'est quelqu'un qui en prendra soin et qui a le souci d'archiver ça convenablement, et qui nous a promis que tout serait numérisé. Extraordinaire. En barrant, en masquant les noms des témoins pour préserver l'anonymat. Oui, comme l'a fait le GIPAN il y a pas longtemps, au CNES à Toulouse. Et ces informations seront donc, bien sûr, ça prendra un petit peu de temps, ce sera pas demain. Bien sûr. Mais le travail sera un travail de longue haleine, mais ces documents seront un jour disponibles, accessibles au public. Et ça, pour nous, c'était primordial. Ouais. Donc voilà, les archives seront sauvegardées et pourront être à
moyen ou long terme, au moins consultable sur Internet ou sur un support numérique. Voilà, tout à fait. Bien. Alors, votre groupe informel va se pencher sur des études de cas. On peut éventuellement vous contacter. Il y a un site qui va exister. Alors, le site existe déjà, c'est-à-dire que tout simplement, et en accord avec mes confrères de la SEBEPS, mes ex-confrères et amis de la SEBEPS, c'est-à-dire que je reprends simplement le site web de la SEBEPS, très bien, dont l'adresse est toute simple, c'est www.sebeps.org. Donc c'est toujours l'adresse de la SEBEPS qui reste valable, mais qui devient petit à petit l'adresse, l'URL, le site du COBEPS, donc du Comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Bien. Alors là-dessus, qu'est-ce que nous allons mettre? Eh bien, tout simplement, notre premier souci est de pouvoir mettre là-dessus des comptes rendus d'observations pouvant survenir en Belgique. Voilà, c'était ça le but premier de la SEBEPS. Donc là, ça continue. Quand il se passera quelque chose, il se passe pas quelque chose tous les jours, évidemment. Mais lorsqu'il se passera quelque chose, eh bien, nous comptons en informer le public par l'intermédiaire du site. Il y aura également quelques rubriques, mais là, ça dépend des collaborations que nous allons avoir. Et Bertrand Meheust, dont on parlait tout à l'heure, s'est d'ailleurs proposé pour nous aider, ainsi que d'autres, que vous connaissez sûrement. Et donc, lorsque ces chercheurs auront la bonne idée de nous confier un article, eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on le mettra en ligne. Et nous avons aussi le désir de suivre ce qui se passe dans le domaine de SETI, de rendre compte de l'actualité de SETI, et surtout de ce qui se passe dans le domaine de la recherche des exoplanètes, parce que là, c'est un point très important, je crois. Ah oui, puis il y a des ouvertures tout à fait intéressantes, notamment une toute dernière découverte qui a été réalisée l'an dernier, donc une planète où il y aurait de l'eau et qui serait en situation par rapport à son étoile, Soleil donc, tout à fait favorable pour la création de la vie. C'est tout à fait intéressant. En ce qui concerne le programme SETI, Bertrand Meheust s'est montré tout à l'heure extrêmement critique. Pour lui, c'est tout à fait inutile. Votre opinion là-dessus diverge, j'imagine. Je le rejoins un peu. Bon. Et Bertrand nous avait fait l'honneur et le plaisir d'un très beau texte qui a paru donc dans l'ultime numéro d'Inforespace. Le texte de Bertrand, ça s'appelle un phénomène installé dans la durée. Et Bertrand nous avait confié son oracle, ce qu'il appelait son oracle. C'est-à-dire que il nous avait fait part de ce qui, d'après lui, peut désensabler la question des ovnis. Et il nous disait que c'était la conjonction de 3 facteurs. Alors, je sais pas, il vous en a peut-être parlé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a d'une part l'accumulation des données qui concernent les ovnis, justement. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de moyens d'information, Internet, etc. Donc, il y a une masse d'informations là-dessus qui est accessible à tout le monde. D'autre part, il y a toute la réflexion et l'avancée inexorable de l'exobiologie, les exoplanètes, les exoplanètes. Et d'autre part, il y a un troisième facteur qui est, d'après lui et d'après d'autres, le probable échec du projet SETI. Le projet SETI, qui est quand même une grande machine, qui est très coûteuse, mais dont on attend toujours les résultats là avec beaucoup d'impatience. Alors que la recherche sur les ovnis ne demanderait pas des fonds aussi gigantesques. Il y aurait moyen de faire des recherches, de mener une recherche qui pourrait être très prometteuse, très intéressante, avec des moyens beaucoup plus réduits. Donc, d'après Bertrand, c'est un petit peu la conjonction de ces 3 facteurs qui va peut-être faire bouger l'attitude de certains scientifiques envers le phénomène OVNI. Et je dois dire que je le suis assez bien sur ce terrain-là. Bien. Donc, nous consacrerons donc des pages à ce projet SETI, voir
ce que ça devient. Oui. Là, on est à l'écoute, tout comme eux sont à l'écoute de l'espace, mais nous on est à l'écoute des résultats qu'ils peuvent avoir éventuellement. Voilà. Ouais. Et puis d'un autre côté, donc le domaine de l'exobiologie, la recherche des exoplanètes, tout ça, c'est des choses vers lesquelles on doit se tourner, et il faut suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, tout à fait. Patrick Férine, une première pause et nous allons parler de la revue Cadat, deuxième angle pour lequel je vous ai invité plusieurs fois dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. Patrick Férine est avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange en direct depuis la Belgique. Patrick Férine, nous avons longuement évoqué la SOBEPS et puis on a appris avec grand plaisir que finalement pour 2008 et les années à venir, la COBEPS allait être le prolongement. Si vous me permettez. Le COBEPS, pardon. Oui, c'est le comité. Excusez-moi, vous avez bien fait. Le COBEPS. Donc, en vous souhaitant bon vent, évidemment, et toute la réussite possible. Et, comme disait Bertrand Meust également précédemment, des sous. Pour pouvoir travailler le cas échéant de manière plus confortable. Alors, parlons de la revue Cadat, si vous le voulez bien, consacrée donc aux civilisations anciennes, aux civilisations disparues. Petit bilan pour 2007 concernant cette revue ô combien passionnante. Merci beaucoup d'abord. C'est éloge. Là aussi c'est une autre aventure. Là je change de casquette, mais c'est toujours une aventure humaine, c'est une autre aventure humaine, c'est une autre bande de copains, d'amis, et là ça dure depuis 73, donc c'est 2 ans après la création de la SOBEPS, tout ça est parti un petit peu en même temps. La revue Cadat poursuit son petit bonhomme de chemin, lentement mais sûrement. Ouais. L'équipe de base est toujours là, elle est plus réduite évidemment parce qu'on vieillit et puis certains ont disparu. Et mais bon, les survivants n'ont pas perdu le feu sacré, et il y a de la matière là, ça ne tarit pas. Il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de sujets à traiter. Et encore des découvertes prometteuses. Bien sûr, il y a des découvertes qui se font un peu partout, et puis personne n'est à l'abri d'une grande découverte quelque part, où que ce soit. Donc c'est un domaine à propos duquel on écrira toujours, et on s'intéressera toujours à ça tant qu'il y aura un intérêt pour l'histoire des âmes. Ouais. Entre parenthèses, un grand merci à vous de m'avoir mis en relation avec le professeur Antoon Volmart, qui nous a présenté, que j'ai reçu dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et qui nous a expliqué la civilisation maya, dont c'est un éminent spécialiste. C'est un grand bonhomme. Ah oui, au niveau mondial. Oui. Et il nous a expliqué cette histoire du calendrier maya vraiment de manière exceptionnelle, vraiment. Très bien. Grand monsieur. Quels sont vos projets pour 2008, ou vos objectifs, vos envies, vos souhaits concernant la revue Cadat? Écoutez, nous tout simplement on continue, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir un petit public qui là aussi nous n'avons pas de moyens, donc tout ça se fait par abonnement, donc nous avons un petit noyau dur qui est toujours là et dont le nombre ne varie pas vraiment. Ce sont des fidèles, ce sont des gens qui nous suivent depuis très longtemps, et bon, tant que ces gens sont là, ils nous donnent les moyens de poursuivre, donc nous les remercions beaucoup évidemment. C'est grâce à eux qu'on est toujours là. Donc nous on continue, tant qu'on a la santé et l'occasion, on continue. Mais on continue d'une manière un peu différente. Voilà, on a regardé dans le rétroviseur, et on a regardé le petit chemin parcouru. Et ce qui nous semble, c'est que d'une part, il faut continuer à enfoncer le clou, parce que je pense qu'on a misé dès le départ sur des très bons sujets. On a choisi des bons chevaux, et le temps nous a montré que le choix était bon. Et ce sont des disciplines dans lesquelles il y a de plus en plus de découvertes qui se font et de travaux qui sont menés. Donc je pense par exemple à un domaine comme l'archéoastronomie.
On en riait, on en faisait des gorges chaudes dans les années 70, et puis maintenant on se rend compte que partout, eh bien, il y a de plus en plus de spécialistes, des scientifiques qui se passionnent pour l'archéoastronomie. Alors, juste une définition rapide de ce qu'est l'archéoastronomie, c'est-à-dire l'étude des sites qui servaient à nos anciens, semble-t-il, à observer le ciel. À observer le ciel ou en tout cas à inscrire dans certains monuments des connaissances astronomiques. Oui, sur le cycle de la Lune, du Soleil, des planètes, etc. Les solstices. Donc, on ne sait évidemment pas très bien à quelle fin ils ont fait cela, mais en tout cas, on découvre que de plus en plus de monuments fort anciens, parmi les plus anciens que l'homme ait laissés, sont des sites, sont des monuments orientés de manière extrêmement précise et dans lesquels on découvre des données que nous avons beaucoup de mal à mettre sur pied parce qu'il nous faut nos ordinateurs pour pouvoir calculer ça. Et on se rend compte que ces gens avaient une connaissance extrêmement précise des mouvements des astres et on peut inscrire tout ça. On peut l'observer, le retenir et inscrire ça dans des monuments. Certains monuments remontent à la préhistoire ou au néolithique. Oh, certains monuments remontent très très loin, évidemment. Oui, à l'aube du néolithique. Patrick Ferrine, est-ce qu'il va y avoir une revue Cadat qui va apparaître en 2008 ? Oui, il y a une revue Cadat qui est chez l'imprimeur pour l'instant. Ah, donc, le sommaire qui va sortir bientôt, donc ce sera le numéro 103. Ouais. Le 102 était un numéro spécial sur les origines de la Chine. Oui. On en a longuement parlé ici même, d'ailleurs. Par Jacques Gossard, que vous connaissez. Oui. Alors, dans le numéro 103, eh ben là, c'est un numéro normal, je vais dire. Il y aura une série d'articles. Et nous revenons par exemple sur un site tout à fait extraordinaire qui est le site de Chavin de Huántar dans les Andes péruviennes. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un temple fort ancien qui se trouve, à 3000 et quelques mètres dans les Andes, en gros au nord-est de Lima, qui est un temple. Ce sont des terrasses. Ce qu'on voit de l'extérieur n'est plus très impressionnant parce que c'est un ensemble de pyramides et de plateformes. L'ensemble a été détruit par un glissement de terrain en 1945. Donc le monument a été un peu décapité, je vais dire. Bon, il a été mis à mal à l'époque et on est en train de restaurer petit à petit. Mais ce qui est extraordinaire à Chavin, c'est le plan de l'ensemble et surtout ce que l'on trouve en dessous de cette grande pyramide de pierre. Ce sont les galeries, la géométrie des lieux, il y a de l'archéoastronomie, il y a de l'acoustique, il y a de l'hydraulique, et c'est un ensemble tout à fait saisissant, tout à fait extraordinaire. On en avait parlé dans un ancien numéro de Cadat, il y a déjà pas mal d'années, il y a une bonne vingtaine d'années, et puis là on revisite le site, mais sous un angle un petit peu différent, un peu surprenant, et qui nous amène à examiner de près l'iconographie des reliefs dans le temple de Chavin, et qui nous en dit un petit peu plus sur certaines pratiques rituelles qui devaient se dérouler là, qui sont assez extraordinaires. Bien, donc ça, Chavin, ce sera un des gros dossiers du Cadat qui va sortir en 2008. C'est pas un gros dossier, ce sera un article, mais je crois que c'est un article important qui remettra. Et je parlais tout à l'heure de coup d'œil dans le rétroviseur, c'est un peu ce qu'on fait donc pour les années à venir, c'est un peu la décision qu'on a prise, c'est-à-dire c'est de faire des synthèses, de reprendre des sujets. Alors on pourrait nous dire oui, mais ça y est, c'est du réchauffé, vous prenez des sujets dont vous avez déjà parlé parfois maintes fois, mais non, on n'en peut rien, mais il faut remettre à jour les connaissances tout simplement, à la lueur des nouvelles découvertes. Il faut réactualiser. Il y a des découvertes très importantes qui se sont faites au cours des 10 dernières années, au cours des 20 dernières années. Il faut le temps que tout cela soit publié aussi. C'est une discipline dans laquelle les choses prennent beaucoup de temps. Entre une découverte et sa publication, il s'écoule parfois des années, parfois très très longtemps. Donc il faut le temps de pouvoir prendre connaissance de tout ça, il faut replacer ça en perspective, dans un contexte, et c'est ce que nous voulons faire. Donc nous voulons nous diriger vers des synthèses
de grands sujets qui ont déjà été abordés dans Kadat, évidemment. Il est clair qu'on va reparler de l'Égypte, des pyramides, il est clair qu'on va reparler du diffusionnisme, on va reparler du peuplement du continent américain, où les découvertes n'arrêtent pas de tomber. Là, c'est pratiquement mensuellement, on trouve des nouvelles choses. Et il se passe énormément de choses. Donc, oui, il faut refaire des synthèses, reprendre ce qu'on a dit, le réactualiser, revoir ça à la lumière de nouvelles découvertes. Patrick Férine, en ce qui concerne le reste du sommaire pour ce Kadat qui va sortir. Il y aura aussi, je parlais d'archéoastronomie, eh bien, il y a une découverte extrêmement importante en Allemagne. Et là, on a découvert une gigantesque levée de terre circulaire qui fait un peu penser au plan primitif de Stonehenge. Ah oui. Mais qui est encore plus ancienne et qui montre les mêmes préoccupations astronomiques. Donc, on est reparti là-dedans. Ouais. Et là, c'est vraiment chez nous, c'est en Europe, là. On va reparler de la mécanique denticitaire aussi. Mécanique denticitaire qui est un sujet merveilleux dont on avait parlé dans un des tout premiers numéros de Kadat, donc il y a une trentaine d'années. De quoi s'agit-il? Mais il s'agit d'une mécanique en bronze, des éléments de mécanique qui traînaient dans une vitrine du musée d'Athènes. Oui. Il y a 4 petites pièces. Disons qu'en gros, ça fait penser à des engrenages. Voilà. Oui, ça y est, je vois ce dont il s'agit. Oui. Voilà, donc des roues dentées, oui. Qui datent de l'Antiquité grecque, hein. Qui datent de l'Antiquité grecque. Voilà, c'est ça. Et déjà, il y a pas mal d'années, le docteur Derek de Solar Price, un Américain, avait examiné ça de près et avait dit, mais il s'agit là d'un astrolabe, il s'agit là d'un instrument extrêmement sophistiqué, qui ne correspond pas du tout à ce que l'on sait de la science astronomique des Grecs. Oui. Donc c'est une pièce un peu intrusive, on ne sait pas d'où elle vient. Bon, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, elle vient pas du fin fond de l'espace. Hein. Et, au contraire, elle était trouvée au fin fond de l'océan, dans la mer. Dans la Méditerranée, elle a été récupérée dans une galère. Elle est tout à fait incongrue par rapport à l'époque où elle se situe, quoi. Voilà, on ne comprend pas. Et depuis lors, il y a des travaux extrêmement précis qui ont été menés. Là aussi, ça a été de très longue haleine. On possède maintenant des instruments scientifiques qui ont permis de décortiquer ces engrenages bien oxydés. Et bien collés entre eux également, si je me souviens bien. Ouais. Voilà, tout ça, des règles de coquillage, des saletés. Ouais. Bon, tout ça a été bien nettoyé, bien examiné. C'est passé au scanner. Et il y a une série de travaux. Il y a des travaux extraordinaires qui ont été menés là-dessus. Et bien voilà, c'est encore plus extraordinaire qu'on ne le pensait. Ouais. Donc ça confirme ce que Solar Price avait dit il y a déjà une trentaine d'années. C'est vraiment quelque chose. On comprend pas ce que ça fait là à cette époque-là et d'où ça vient. Parce que si ça a été trouvé dans une épave grecque, rien ne dit que ça vient réellement de Grèce. Oui, tout à fait. Ça peut venir qui vient d'ailleurs. On ne sait pas trop. Donc là aussi, encore une fois, coup d'œil dans le rétroviseur, on remet ça en perspective. Et il y a eu un magnifique travail qui a été fait là-dessus. Ouais. Quand est-ce que Patrick Férine doit sortir cette revue Kadat? Nous en reparlerons le jour de sa parution, bien entendu. Mais je dirais pas que c'est imminent, mais enfin l'imprimeur est en train de terminer ça, donc je pense que dans le courant du mois de février, voilà, ça devrait être bon. Sera disponible et parviendra chez les abonnés de Kadat. Bien, donc nous en reparlerons à ce moment-là avec différents intervenants. Et enfin, pour conclure, à titre personnel, Patrick Férine, vos souhaits, vos objectifs pour cette année qui s'ouvre à vous. Oh là là. Ben écoutez, personnellement, mais alors c'est très égoïstement que je vais en parler, mais enfin puisque permettez-vous. Voilà, j'y vais. Vous m'en donnez l'occasion. Moi j'ai un grand souhait évidemment dans le domaine qui nous occupe à Kadat, c'est de pouvoir avoir accès aux rapports de fouilles qui ont été menés en Chine depuis déjà très longtemps maintenant, depuis des années, depuis qu'on a découvert cette fantastique grande pyramide de terre de l'empereur Shi Huangdi. C'est d'une des 4 fosses qui entourent la pyramide qu'on a exhumé l'armée d'argile. Oui, tous ces soldats, donc, ce sont 2000 et quelques
statues grandeur nature de guerriers. Chacun avec un visage différent, enfin voilà, tous différents. Un visage différent, avec leurs armes, avec un harnachement, avec des chars, avec des chevaux. Bon, c'est une découverte majeure de ces 20-25 dernières années. C'est une des toutes grandes découvertes de l'archéologie. Mais cette armée d'argile ne représente que le trésor archéologique d'une des 4 fosses de la pyramide. Il y a la pyramide elle-même. Voilà. Or, on sait par un chroniqueur chinois ancien, on peut se douter de ce qu'il se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Et là, ça dépasse ce que Spielberg pourrait imaginer, ou ce que Indiana Jones lui-même. Oui. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a situé dans cette pyramide comme objet ou comme je sais pas, trésor extraordinaire. D'après ce Matienne, l'historien chinois dont j'écorche certainement le nom, d'après lui, il existe en dessous de cette levée de terre, de cette grande pyramide de terre, il existe une pyramide inversée dans le sous-sol, en dessous, d'accord, qui est la représentation du monde, du monde du dessous. Ouais. Bon, selon la tradition chinoise, il y avait une pyramide au-dessus et une pyramide inversée par en dessous. Bon. C'est un peu la théorie de la caverne dont parlait René Guénon et d'autres. Ça se retrouve un peu là. Et dans cette pyramide, il décrit très précisément ce que l'on a enfui, ce que l'empereur a décidé de faire construire. Il a fait représenter une gigantesque carte de son empire, avec des rivières dans lesquelles coule du mercure d'après l'historien. Alors tout ça fait rêver évidemment, il y aurait des mécanismes qui actionnent tout ça, peut-être bien. Il y aurait une représentation de la voûte céleste également, et évidemment des trésors archéologiques dont on a peine à imaginer la richesse. Lorsqu'on voit l'armée d'argile qu'on a sortie d'une des 4 fosses, parce qu'il reste encore les 3 autres dont on ne sait pratiquement rien, les Chinois gardent ça très jalousement, et jusqu'à présent, pas un mot n'a filtré sur ce qu'on a pu découvrir à l'intérieur de la pyramide, parce que je ne peux pas imaginer qu'en 25 ans, on ne soit pas encore allé voir à l'intérieur de cette grande pyramide. Moi non plus, sincèrement, je n'y crois pas un instant. Voilà, j'y crois pas une seconde. Donc, je sais que les Chinois, c'est un secret bien gardé, les Chinois préparent ça pour les décennies à venir, et il est clair que ce sera une des toute grande découverte des prochaines années. Lorsqu'ils annonceront ça, je crois que ce sera une véritable bombe qui explosera. Ça rentrera directement dans le panthéon des joyaux de l'humanité, à vous en croire. Absolument. Je crois que il faut se replacer dans les années 20, quand on a découvert la tombe de Toutankhamon, un tombeau tout à fait inviolé, avec toutes ses richesses, pratiquement intactes à l'intérieur. Eh bien là, je crois que c'est la même chose, puissance 10. C'est la même chose, mais puissance 1000, je vais dire, parce que si on se rend compte de l'étendue de la pyramide, et si on considère uniquement cette armée d'argile qui n'est qu'une des 4 fosses, je le répète, avec 2000 statues grandeur nature, on peut se douter que ce qui se trouve dans la pyramide ça doit être dantesque, ça doit être tout extraordinaire. À fait extraordinaire. Donc là, très égoïstement et personnellement, là, j'aimerais effectivement savoir un peu plus, et j'espère avoir la chance de connaître ça. Écoutez, si l'ambassadeur de Chine nous entend, qu'il rentre en contact avec nous, on le mettra en rapport avec vous. Ou si quelqu'un peut vous renseigner, ce sera avec grand plaisir qu'on transmettra. On en parlera au passage quand même, on en profite pour nourrir l'émission également, Patrick Ferry. Écoutez, je vous souhaite, j'espère que votre souhait sera réalisé, si ce n'est en 2008, au moins en 2009. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année qui arrive. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver encore dans les Aventuriers de l'étrange, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Mais je vous en prie, bonne soirée et à très bientôt, Patrick Ferry. À très bientôt.